Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Testé, je suis le fondateur de Talent Leaders, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Atomic Leaders. Aujourd'hui, on a Delphine avec nous. Salut Delphine. Bonjour Romain. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast. Écoute, ça fait quelques temps qu'on est en contact et je me disais justement quand on préparait que tu avais un parcours super sympa dans un secteur qu'on connaît peu, qui est le retail, qui est la distrib. Et à Luxembourg, on a peu ce genre de profil et donc on s'est dit que ça serait super d'avoir un épisode avec des leaders de ce secteur-là. Donc bienvenue quoi. Ravi d'intéresser potentiellement ce sujet-là et notamment sur le secteur du retail parce qu'effectivement au Luxembourg, quand on parle de retail, on est plutôt, mais il y a du retail au Luxembourg, hein, on est plutôt banque, assurance, avocat. C'est ça. Ouais. Je suis très contente de porter le retail au Luxembourg parce qu'on a tous besoin d'acheter, de consommer et d'user. Ouais. Exactement. Et puis on le verra aussi, c'est aussi une industrie, il y a beaucoup de monde qui travaille dedans, c'est-à-dire que même si elle est moins visible ou moins conséquente que dans d'autres, et donc on va pouvoir en parler. Alors le podcast, ça va durer 30-40 minutes. Tu parles en ton nom et pas celui de ton organisation. Et puis, tu as droit à un joker s'il y a une question qui ne te va pas. Mais par contre, l'audience saura que tu as activé le joker. Ça n'est jamais arrivé en 50 épisodes, mais bon, je te donne ce droit. Tu pourras l'activer, ok ? Ok, ça roule. Bon, écoute, tu veux bien... La première question, c'est comment tu es devenu, toi, la leader que tu es aujourd'hui ? C'est quoi ton parcours ? Raconte-nous un peu. Alors, moi, ça fait 25 ans. Que je suis sur le secteur du marché. J'ai commencé par un parcours plutôt financier dans un cabinet d'audit qui ressemble potentiellement à des grands cabinets au Luxembourg, parce que j'ai commencé par KPMG à Lille. Je suis lilloise d'origine. Je suis arrivée au Luxembourg il y a 2 ans. Et j'ai évolué en fait sur ce secteur de financier, toujours en ayant cet esprit de collectif. Parce que ce qui m'anime, il y a 2 choses qui m'animent en fait chez moi. Un, c'est j'aime les chiffres. J'ai fait des études dans les chiffres, j'aime travailler les chiffres. Et j'aime les hommes. J'aime les hommes et les femmes parce que les chiffres, je ne peux que les travailler avec des hommes. Et les hommes sont source de valeur, quelle que soit dans n'importe quelle organisation. Donc voilà, donc j'ai effectivement commencé par les chiffres. Et puis, j'ai quitté le monde du cabinet parce que ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un projet d'entreprise avec une stratégie et avec des gens qui puissent opérer cette stratégie. Donc, j'ai effectivement opéré en fait, ce métier de financière chez La Redoute au Benelux, chez Boulanger en France et récemment chez IFI, mais avec cette petite particularité que tu as indiquée au démarrage, c'est que j'ai la chance et l'opportunité d'intégrer en fait la direction des ressources humaines chez IFI qui n'avait pas lieu d'être, où il y avait une équipe, mais c'était plus une équipe de gestion administrative du personnel, plutôt qu'une équipe de RH. Donc voilà, j'ai évolué sur ces métiers-là, et toujours avec des équipes plus ou moins grandes, et toujours effectivement avec cet état d'esprit de dire on travaille ensemble et on fait grandir, on grandit ensemble, et on grandit en tant que manager et en tant que collaborateur. Super. Ce que je comprends aussi de ta position, c'est que, et on va y revenir un peu plus en détail après, mais à la fois, il y a une position de leadership d'une équipe qui est ton équipe fonctionnelle, et puis en même temps, sur une structure de la taille de celle-ci, quelque part, il y a la notion de leadership de toute entité. Donc, il y a effectivement un directeur général, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être qu'on fasse la différence, ou en tout cas qu'on prenne du temps pour parler des 2 aspects, c'est-à-dire le management de ton équipe à toi, et puis cette fonction un peu corporate, globale, ce que tu incarnes là-dessus. Au niveau de ce leadership et du collectif, tu as commencé un peu à nous parler de chiffres et d'hommes.
La question que je pose souvent, c'est avec toute cette expérience, c'est quoi les quelques grandes convictions que tu t'es faites sur le sujet et qui maintenant font partie un peu de ta signature managériale ou de leadership à toi? Alors, j'en ai 3. En Ouais, fait, moi, je travaille par triptyque. J'ai toujours ok, travaillé par triptyque. Le premier, en fait, c'est je manage par le sens. ok. Et notamment, j'ai eu un exemple ce midi où j'avais un collaborateur en logistique qui disait bah, moi, je comprends pas. On livre des magasins et pas d'autres. Pourtant, ils sont ouverts le samedi et dimanche. Ouais. Et je lui dis mais est-ce que tu as posé la question? Elle me dit oui, mais on me dit que c'est comme ça. Je dis mais comment tu fais pour prendre ton camion et délivrer des choses sur lesquelles tu ne comprends pas. Et donc, c'est ma cam, je suis la personne, quel que soit le sujet, quel que soit le collaborateur, Hmm, il faut donner du sens. ok. Et donc, ce sens, c'est raconter une histoire. Alors, effectivement, quand je suis arrivé chez IFI il y a 2 ans, c'est assez atypique parce que on va dire que la façon de faire, la façon de diriger, c'était plutôt, bah voilà, la stratégie est comme ça, le sujet est comme ça, bah en fait, tu exécutes. On déploie. Voilà. Bon, on va dire que ça marche Mhm. un temps, Ouais. mais ça marche pas sur le long terme. Donc, moi, ma première conviction, c'est manager par le sens, raconter une histoire. Et j'ai rencontré la semaine dernière, on va dire, le directeur technique qui a opéré les Jeux Olympiques, en fait, l'année dernière, la cérémonie Mhm. d'ouverture. Ok. Monsieur Jordi, un grand homme, et qui lui en fait m'a confirmé en fait ma première conviction, en disant en fait la cérémonie des JO que nous avons en fait travaillé, en fait il fallait raconter un récit. Mhm. Quand je dis raconter une histoire, bah, c'est ça, c'est en fait à un moment donné on raconte une histoire, on raconte un récit, on a besoin d'une boussole et cette boussole, bah, c'est effectivement les leaders qui travaillent cette boussole et qui la partagent et qui disent si on est dans le bon chemin ou pas. Ok. Ma deuxième conviction, c'est qu'effectivement, en tant que collaborateur, on a un métier, on a une mission, mais pas que. On a de la transversalité et on s'implique autrement que par son métier vertical. C'est que nous avons des petits plus, j'appelle ça toujours des petits plus, nous avons Ouais. des petits plus sur lesquels on peut apporter la graine chez FI. Donc, je vais prendre un exemple. J'ai une collaboratrice en fait qui est en comptabilité, donc Ouais. comptable, hein, qui fait des factures, qui fait des chiffres, qui saisit des provisions, des écritures. Et à côté de ça, en fait, elle s'éclate dans un groupe qui s'occupe de s'occuper des fêtes du personnel, enfin on va dire des moments La conviviaux. vie sociale. C'est ça. Mhm. On va dire la qualité de vie au travail. Et en fait, Ouais. elle s'éclate. Et c'est ce que j'appelle la transversalité. Et c'est comme ça aussi qu'on implique nos collaborateurs à Mhm. trouver du sens autrement que par leur mission qui a été contractualisée au travers d'un contrat. Ok. La troisième chose, c'est le plaisir. Moi, je considère qu'on ne peut pas se lever en se disant bah, j'ai un métier, j'ai un salaire. C'est j'ai envie d'y aller. Ok. Je prends plaisir. Et ça, c'est en fait tout à chacun, effectivement, bah, te partager, de donner. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va un peu moins bien. Mhm. Mais en tout cas, ce qui doit nous guider le matin, c'est chouette, je vais au travail, je vais découvrir plein de choses que j'ai pas faites. Je vais effectivement avoir mon rituel, mais je vais prendre plaisir à travailler, je vais prendre plaisir à collaborer, je vais prendre plaisir à manger avec mon collègue ce midi, à prendre un café. Donc voilà, donc j'en ai pas beaucoup, mais en tout cas, ces convictions, c'est celles qui me guident au Mhm. quotidien, effectivement, bah, pour opérer, on va dire, ce leadership. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, oui, quelque part, et puis c'est intéressant parce que les trois sont un peu connectés dans finalement le plaisir que tu trouves à aller faire des choses, des petits plus, etc. Et à participer à ce récit-là, c'est intéressant. Juste pour rebondir sur la conviction du récit, est-ce que le récit, tu penses que c'est. Oui, après, je n'ai pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais ton expérience, c'est plutôt que le récit il doit être construit en haut et diffusé, et donc du coup, voir si les gens adhèrent, ou tu fais partie plutôt des gens qui construisent le récit avec, quitte à ce qu'au début, du coup, ça soit moins confortable, parce que bah, du coup, les gens ne savent pas tout de suite, machin. Enfin, c'est quoi Alors, en la fait, méthode Delphine? bon, en tant que leader, ben, dans une entreprise, dans un projet, à un moment donné, il faut effectivement qu'il y ait un enjeu au démarrage. Ouais, Cet enjeu, il est construit soit effectivement en haut, ou soit il vient effectivement d'une réflexion en bas, mais qui sert toujours à la stratégie de l'entreprise.
ou qui sert au projet, en fait. Enfin, en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, que ce soit pro ou perso, en fait, ce récit doit être construit avec un enjeu plutôt du haut, mais qui soit construit soit par moi ou soit par les autres. Et toute la richesse de ce récit qui va être construit, qui va être raconté, c'est qu'il va être adhéré, en fait, avec les autres. Et donc, cette adhésion, elle se fait effectivement en collaboration avec les uns les autres. Mais moi, ma conviction, c'est effectivement, j'ai un enjeu, cet enjeu, il est posé, il est partagé et il est, on va dire qu'il est adhéré. À minima compris et idéalement adhéré. C'est ça. Et après, pour effectivement que derrière, en fait, cette histoire, on est quelque chose à raconter et on est quelque chose à délivrer, parce qu'une histoire, c'est... Et donc, ces livrables, en fait, ils sont faits avec les uns et les autres et avec les hommes et les femmes du projet. Super, ok. Souvent sur ce podcast, on dit qu'en management et en leadership, il n'y a pas de copyright. Et donc, du coup, quand on trouve un truc de bien, on essaie de le voler. Est-ce que toi, tu as eu des super leaders tu as eu des super leaders auxquels tu penses spontanément déjà, si tu as des noms, on les prend, parce que c'est toujours bien. On parle souvent des gens qui font pas du bon boulot, mais moi, j'aime bien parler des gens qui font du bon boulot. Et puis quelles qualités ils avaient, tu vois? Est-ce que tu arrives à identifier chez ces personnes autour desquelles tu t'es construit des qualités ou des compétences leadership particulières? Alors, en fait, quand on commence sur le marché du travail, on va dire que la première expérience, elle forge un peu, elle forge effectivement là où on va se diriger. Et donc, moi, j'ai intégré une entreprise à taille humaine, parce que c'est ma came, ce qui me fait plaisir, c'est effectivement d'avoir des petites structures pour être en lien et pour être en contact direct pour agir. C'est un peu ça. Okay. Et en fait, j'ai intégré une entreprise. En fait, c'est le patron qui m'a donné sa chance, c'est Eric Dellebar, qui est maintenant à la retraite. Dans un cabinet d'expertise comptable, voilà. Je faisais partie d'une école de commerce, donc quand on fait partie d'une école de commerce, on est plutôt sur des grands cabinets. Mais moi, en fait, j'ai voulu partir du bas pour comprendre en fait un peu les problématiques avant de contrôler, de vérifier, sécuriser. Et donc lui, en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'a donné cette chance, parce que quand on arrive, on connaît rien. Enfin, on pense qu'on connaît. Parce qu'on a fait 5 ans d'études, parce que... on connaît rien, mais on en est super sûr. Mais on est super sûr. En tout cas, moi, j'en étais super sûr. Disons que j'avais fait une école de commerce, j'avais un diplôme financier, j'avais quelque chose à apprendre. Et en fait, quand on arrive, on ne connaît pas grand-chose. Et c'est pour ça que j'ai aussi cette conviction, en fait, d'intégrer des alternants, parce que c'est avec des alternants, effectivement, qu'on arrive effectivement à leur montrer que ce qu'ils apprennent, il y a des trucs qui sont bien. Et puis, ils vont apprendre aussi sur le terrain. Et donc, cette personne-là, elle m'a... En fait, ce que j'ai apprécié, c'est sa confiance. Moi, c'est une de mes valeurs, c'est qu'à un moment donné, quand je recrute quelqu'un, je donne ma confiance. Je ne suis pas en train de dire non, mais je vais attendre, on va regarder comment il bosse. Confiance a priori. C'est une confiance, en fait. Et donc, cette confiance, on se la donne mutuellement. Et elle est, on va dire, c'est un postulat de départ. Et donc, c'est lui qui m'a donné cette confiance. Et c'est ce sur quoi, effectivement, quand je recrute, je me dis attention, peut-être que cette personne en face de toi, elle ne connaît rien, mais elle a envie. Et cette envie, ce plaisir, ça a plus de prix pour moi que de la théorie. Donc ça, c'est une de mes personnes, effectivement, qui m'ont aidé, enfin en tout cas qui m'ont marqué dans ma vie professionnelle. Et puis il y a une deuxième personne qui m'a fait évoluer jusqu'ici. En fait, c'est Pascal Borel qui m'a intégré il y a maintenant un peu moins de 10 ans dans le groupe dans lequel je suis. Et j'ai évolué sur des postes absolument canons. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que je suis leader de la finance et de la RH. Quand je suis arrivé dans ce groupe-là, j'étais responsable comptable. Responsable comptable, c'est vrai que ça claque moins en fait. Enfin, voilà, elle va faire des chiffres, elle va faire des clôtures, voilà. Et en fait, je suis rentrée par la petite porte parce que j'avais besoin, parce que voilà, j'étais dans une situation où en fait j'avais besoin de retrouver un peu de stabilité et un peu on va dire, de renouer confiance avec le métier. Et j'avais dit, mais tu sais, moi, tu me prends un responsable comptable, mais tu vas voir, je vais pas rester sur la compta. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 7 ans,
Je suis passée responsable comptable à responsable performance, à directrice performance. Et là, je suis sur des sujets de finance et RH. Et, et la valeur, en fait, qui m'a partagée, c'est grandir. En fait, Ok. il m'a fait grandir. Et c'est la deuxième conviction que je porte aussi quand j'ai des collaborateurs. Je les fais grandir avec moi au sein de mon entreprise ou en dehors de l'entreprise. Les gens ne Ouais. m'appartiennent pas, c'est ce que je dis. Mais en tout cas, moi, je sais que je leur apprends, ils m'apprennent. Et c'est ce que je leur dis. Moi, en tant que manager, euh, on va dire mon rôle, c'est de vous faire grandir. Grandir à la fois sur le savoir-faire, Mhm. grandir sur le savoir-être. Ouais. Euh, et donc, c'est ces deux éléments sur lesquels, en fait, qui m'animent, en fait, pour faire grandir les collaborateurs. Donc, voilà, c'est la confiance et faire grandir. Ouais, c'est Donc, intéressant. ces deux personnes-là, effectivement, m'ont apporté ça. Et c'est ce que enfin, c'est ce qui fait un peu ma cam, c'est que quand les gens partent, parce qu'il y a des gens qui partent dans l'entreprise, Mhm. voilà. Et en fait, moi, je suis hyper contente. Les gens me disent, mais pourquoi tu es contente? Je dis, mais c'est super. Ça veut dire qu'en fait, ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont appris plein de choses et ils prennent leur envol et ils ont confiance pour Mhm. partir. Ouais. Donc voilà. Donc c'est ces Bah deux oui, personnes. c'est vrai que quitter une entreprise, c'est parfois aussi le fait d'avoir acquis suffisamment de confiance pour se remettre en danger ailleurs. Ouais, Et ça, c'est vrai que c'est souvent enfin, pas valorisé. C'est pas la priorité des managers que de vouloir faire partir les gens, puisqu'effectivement, évidemment, on aime bien garder, on aime bien tout ça, exactement. mais il y a un enjeu. Enfin, j'aime bien l'idée de se dire, c'est que je lui ai donné suffisamment confiance en lui pour qu'il puisse se remettre à risque ailleurs, quoi. Exactement. Et donc là, Ouais, ça m'est arrivé il y a un mois. Et en ouais. fait, la personne m'a dit, mais tu vas voir, Delphine, tu seras super contente quand je serai partie. Je dis, bah là, tu peux pas me dire ça maintenant. Tout de suite, pas sûr. Pas sûr. Mais là, ça fait cette personne, elle est partie il y a un mois. Et en fait, je me dis, bon, en fait, elle s'éclate. Ouais. Et elle a permis à une autre personne de Mhm. grandir dans l'équipe Ouais. sur ces sujets-là. Et en fait, je trouve ça super, en fait. Parce que Mhm. potentiellement, on se retrouvera sur le marché. Parce que potentiellement, euh, elle va kiffer, on va kiffer. Donc, c'est un peu ça. Et c'est vrai que c'est ce que je dis, c'est que il faut toujours, effectivement, il y a un moment donné qu'on prend plus de plaisir. C'est là Mhm. où il y a peut-être le breakdown, disons, bah voilà, peut-être que j'ai fait ma part et je Mhm. dois faire ma part ailleurs. Ok, super. On l'a dit en introduction, toi, tu es dans un métier qui est un peu particulier, enfin, dans un monde qui est un peu particulier, qui est le monde du retail. C'est vrai que moi, de l'extérieur, quand on regarde ce monde-là, nous, on voit que la face un peu émergée de l'iceberg, hein. C'est-à-dire, finalement, la partie management au quotidien dans un magasin dans lequel je rentre et je suis client. Hmm. Mais du coup, derrière, enfin, c'est des organisations entières. Toi qui as connu à la fois des organisations type conseil, KPMG, etc., puis des plus grosses, des plus petites, etc., qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi les spécificités du leadership et du management dans ce secteur-là et peut-être même spécifiquement à Luxe? Alors, sur le métier du retail, alors c'est vrai que tu as raison. Moi, quand je suis arrivée il y a 2 ans au Luxembourg, et quand j'ai dit, moi, je travaille dans le retail. Quoi, le monde du retail? Mais non, mais nous, on a Amazon. Hein, voilà. Et en fait, le monde du retail, en fait, il est d'une richesse, Mhm. d'une découverte incroyable. Ouais. Et on est sur une vitesse VV prime. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que bon, moi, j'ai toujours travaillé dans le retail. En fait, c'est peut-être parce que c'est ma marque de fabrique, parce que quand j'étais dans un cabinet, j'étais sur ces métiers-là et ça me donnait envie. Et pourquoi ça me donnait envie? Parce qu'il y avait un projet derrière. Il y avait un projet d'entreprise. Et dans les cabinets, que ce soit chez des experts comptables, des fiscalistes, des avocats, en fait, on est chez des clients différents Mhm. et on n'a pas cet ADN qui nous guide tous les jours. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, là où je suis, où vraiment ça me kiffe, c'est que, en fait, quand je parle, c'est non, mais en fait, moi, je vends des machines à laver, en fait. Et les machines à laver, alors effectivement, peut-être par rapport à des produits de luxe, c'est moins, effectivement, moins bling-bling. Mais en tout cas, ces machines à laver, elles servent parce qu'à un moment donné, en fait, elles ont un usage. Quand on était en période de Covid, on avait, en fait, cette mission, euh, Mhm. en fait, que les personnes puissent se laver
puissent manger avec des choses qui sont fraîches dans le frigo, dans le congélateur. Et on avait une mission, effectivement. Et donc, dans le retail, en tout cas, plus que le retail, c'est faire partie d'un projet professionnel. Dans le retail, c'est effectivement répondre à un besoin, Ouais. du produit Un truc ou un tangible. service. Voilà, c'est ça. Et de se dire, bah, moi, j'adhère, je réponds à un Mhm. besoin d'un consommateur. Ouais, je comprends. Donc, là, quelque part, c'est intéressant parce que pour revenir à ta première conviction, qui est celle du sens, c'est un métier dans lequel la partie sens est finalement assez claire. Le Exactement. sens, et on le vit, et finalement, c'est un truc qui est très très clair. Et après, en termes de management et de leadership, Et en fait, comment ça se ouais. structure tout ça? Et en fait, ce qui est super, c'est que moi, normalement, vous allez dire, bah, de toute façon, en finance, c'est hyper organisé, c'est très structuré, on fait toujours la même chose. En RH, effectivement, on s'occupe des collaborateurs. Donc, bah, si on regarde, c'est, bah, de toute façon, tu payes les collaborateurs, tu les formes et puis tu règles des problèmes. Mais en fait, ce qui est incroyable dans ce retail, c'est qu'en fait, tous les jours, il y a des choses nouvelles, il y a des choses qu'on découvre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes, et c'est ce que je dis toujours aux managers qui sont sur les magasins, parce qu'effectivement, quand on est client, on se dit, bah, on rentre dans un magasin, il y a un vendeur, il y a celui qui nous encaisse, et puis voilà, et puis potentiellement, les produits arrivent avec un camion. Et puis... Sauf que derrière, en fait, c'est une ruche Ouais. avec plein d'abeilles qui sont, on va dire, différentes, effectivement. Et donc, moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est que je suis à côté et je suis Mhm. dans l'accompagnement de tout, en fait, de toutes ces petites abeilles. Mhm. À la fois, c'est ce que je dis, bah, à la fois pour leur donner, en fait, leur performance financière, Mhm. leur performance extra-financière, leur vie du collaborateur, parce qu'en fait, on est un peu le réceptacle, disons, bah, quand il y a un collaborateur qui va pas bien ou qui a une problématique, c'est bah, on a et on se met à côté du manager, parce que c'est ce que je dis toujours, quand on a des métiers de back-office, on ne remplace pas le manager du terrain, on est à côté. Mhm. Et c'est l'accompagnement qu'on a et on n'est jamais en remplacement d'eux, mais on est à côté d'eux. Et donc, en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand on a créé cette relation, parce que ça fait 2 ans, il y a eu énormément de boulot. Hein. Avant, en fait, la RH, c'était pas de la RH, c'était la gestion de paye. On a créé, en fait, cette relation, disons, mais je peux t'accompagner pour former. Je Business peux partner, quoi. C'est ça. Et en fait, et c'est ce qu'on a créé en fait en RH, c'est qu'on a des assistants RH qui sont sur du run, de Mhm. l'opérationnalité. Et j'ai créé ce poste de business partner RH qui est à l'écoute sur des sujets un peu plus, on va dire, à long terme, voilà, Mhm. sur de la rémunération, sur de la reprise de collaborateurs, sur de l'accompagnement. Et c'est là de côté. Et donc, effectivement, on ne nous voit pas. Mhm. Par contre, on connaît notre mail, notre téléphone et on sait où on se trouve. Et je vais vous prendre un exemple. On a ouvert le shop-in-shop à Kirchberg, à Auchan. Mhm. La RH, elle a été là sur le terrain et les collaborateurs ont dit, mais c'est incroyable, vous êtes là quand on a des questions. Et donc, c'est ça, en fait, notre richesse, c'est d'être là, effectivement, et de ne pas laisser traîner les choses et d'être là dans ces moments où on dirait, non, mais ça va le faire, ils vont faire que vendre. Non, mais on va le faire parce qu'en fait, ce sont des nouveaux collaborateurs, ils Mhm. s'intègrent, ils ont plein de questions et on est là à côté du manager pour libérer des sujets qui potentiellement sont peut-être des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et donc, Ouais. moi, c'est l'à côté d'eux. Et c'est enfin, c'est une grande force qu'on a en fait chez EFI, c'est que alors, on est 180 collaborateurs, donc ça fait Ouais. une belle, voilà, C'est une une belle belle boîte, hein. entreprise. C'est une belle entreprise, mais qui permet, en fait, et on est une trentaine sur le siège, et cette trentaine de personnes est au service d'eux. Et, Mhm. et ce service, en fait, il est très fluide, Mhm. parce qu'il y a peu d'intermédiaires. Et Ouais. c'est ce qui rend le métier juste génial, parce qu'en fait, on est considéré comme un labo, comme effectivement un peu, disons, oh, bah, vous faites comment? Bah, de toute façon, on appelle et puis ça y est, ça marche. Mhm. Et donc, en fait, et moi, je suis plutôt effectivement la personne qui fluidifie, Mhm. qui est un peu, voilà, on a un émetteur, un récepteur, bah, moi je suis sur ce fil-là, qui Mhm. permet effectivement que ça soit, que ce fil-là, il n'ait pas des coupures.
Ouais. Où effectivement, quand on a une boussole, en fait, il faut que le chemin, en fait, on reste dans ce chemin-là. Et donc, moi, je me vois plutôt effectivement comme quelqu'un qui va rassembler, Ouais. qui va aussi challenger, hein, parce qu'on est là aussi pour challenger dans cet esprit de performance, et toujours dans cette bienveillance et dans cette exigence managériale. Ouais. Ce que j'aime bien dans ce que j'entends et qui me semble aussi intéressant à dupliquer ailleurs, c'est que en réalité, tu fais partie. Enfin, ce que je comprends de votre organisation, c'est que finalement, il y a la partie opérationnelle très tangible, et puis il y a ces fonctions qu'on pourrait appeler, enfin, anciennement on appelait support. Ouais. Voilà. Et ce que j'aime bien dans l'idée, c'est comment on arrive finalement à revaloriser l'ensemble en matérialisant clairement comment les uns aident les autres et vice-versa. Et donc, du coup, finalement, l'acte managérial et l'acte de leadership, il tient à ce que la mayonnaise prenne entre les deux. Et pas une relation de service client, enfin client-fournisseur interne. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est moi ce que j'appelle la transversalité, en fait. Enfin, c'est-à-dire que on a un métier, on répond effectivement à ce métier avec une fiche de poste, avec des tâches, et on a en fait ce lien concret, cette confiance concret, et donc on va dire ce lien, cette horizontalité concret, c'est aussi sur des sujets qui ne sont pas dans notre fiche de poste et qui nous permettent de nous intégrer plus facilement, qui nous permettent de nous investir, de nous engager dans le projet d'entreprise. Et c'est ça qui fait la force d'une boîte. Ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est que ça me saute un peu aux yeux maintenant, c'est que en plus, vous avez une spécificité, ce que peu de boîtes ont à Luxembourg en réalité, c'est que vos employés peuvent aussi être vos clients. Et donc, en fait, du coup, comment vous, enfin, tu vois, d'un point de vue leadership, est-ce que vous utilisez ce truc-là? C'est-à-dire, est-ce que finalement, vous avez une démarche spécifique dans laquelle vous allez chercher le feedback de vos équipes quand elles sont de l'autre côté? Ou, enfin, comment vous travaillez avec ces deux machins-là? Alors, ça, c'est encore quelque chose qu'on doit travailler. C'est un peu, effectivement, je suis fier de mon entreprise. Ouais. Je suis fier de mon entreprise. Je suis fier, effectivement, de ce que je vends. Et je suis un peu l'ambassadeur. En fait, c'est être ambassadeur de. Et je regarde ça en tant que client aussi. Je me mets dans l'expérience client le samedi ou le dimanche quand j'y vais moi. Alors ça, on est plutôt effectivement, en fait, sur les métiers de back-office, on est plutôt client d'eux. Quand on est effectivement sur les surfaces de vente, sur les managements de vente, en fait, des fois, on n'arrive pas à se mettre à la place du client. C'est pour ça, et c'est pour ça qu'on a travaillé, on travaille effectivement sur des retours clients. On a mis en place en fait un outil Good Days qui nous permet d'avoir ces retours clients pour effectivement en fait faire le pas de côté et disant non mais attends, je vais regarder mes avis Google Shopping, mes avis Google, je vais regarder effectivement mes avis Good Days pour voir effectivement en fait au-delà d'être client moi-même, c'est mes clients, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Et si j'étais à leur place, donc ça s'appelle effectivement, là je me mets à la place d'eux, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que j'ai besoin, et donc ça, on est, et c'est pour ça en fait qu'on est en train de travailler sur ce maillage entre les gens qui sont plutôt, on va dire, des bureaux, en fait, des bureaux ou des livraisons ou du dépôt. Et les gens hors magasin et les gens du magasin. Et les gens du magasin. Et à un moment donné, c'est comment on les fait communiquer pour qu'ils puissent effectivement se dire l'expérience client en tant que collaborateur ou en tant que client, elle se vit au quotidien. Ouais, ok, très clair. Tu l'as dit, tu as une double casquette finance et people. Alors, elles ne sont pas totalement éloignées sur l'échiquier, mais c'est quand même un double job. Toi, dans la gestion de ton équipe, comment tu t'organises? Comment tu gères ces deux casquettes? Est-ce que tu as des équipes qui sont sur les deux sujets aussi, ou est-ce que tu as des équipes séparées? Parce que c'est quand même pas tout à fait le même skill set. Comment tu gères cette double casquette et parfois les injonctions qui vont avec? Alors, en fait, il n'y a jamais d'injonction parce qu'en fait, les hommes travaillent pour de la performance, qu'elle soit en finance ou en RH ou en Alof ou au digital. Donc,
il y a pas de... En fait, on ne les met pas en face. Ouais. En tout cas, moi, je ne les mets pas en face. Ouais. Voilà. Et donc, comment effectivement, comment on travaille ensemble, c'est que j'ai deux équipes différentes. J'ai une équipe finance et j'ai une équipe RH. L'équipe RH, quand je suis arrivé, était loin d'être une équipe RH, puisque c'est ce que je dis, c'est que on répondait à une dette, c'est ce que j'appelle une dette. Cette dette, c'est je travaille, j'ai un salaire. Ouais. Donc nous, on a monté une stratégie RH avec quelques briques autour des compétences individuelles, des compétences collectives, autour d'un environnement sain, de travail sain et collaboratif, autour de formation et notamment autour des talents, en fait. Parce que le sujet, c'est comment j'arrive à aller chercher des talents, comment j'arrive à les onboarder, comment j'arrive à les fidéliser et à les rendre fiers de ma boîte. Ouais. Et donc, pour ça, on a dû se staffer, on a sous-traité des dossiers qui n'étaient pas à valeur ajoutée. Donc, je prends la paye. À aujourd'hui, la paye, ce sont des experts qui nous accompagnent. Donc, voilà, c'est ça. Donc, on a un cabinet avec qui c'est super. On a les Grant Thornton qui sont juste canons en termes de suivi. Et donc, nous, ça nous permet de nous mettre sur des sujets à valeur avec nos collaborateurs et qui nous permettent d'aller chercher du recrutement, de la formation et de l'accompagnement. Ouais. Et alors, ce lien performance et management, du coup, alors je ne sais pas si c'est encore formalisé, structuré. Finalement, comment on mesure la performance managériale? Qu'est-ce que toi tu regardes pour évaluer la performance managériale de l'organisation? Peut-être pas déjà, peut-être pas de chaque manager, mais peut-être au global. Non, mais déjà, est-ce que les collaborateurs au sein des équipes sont bien? Donc, on a un IPS collaborateur. Donc déjà, c'est qu'on arrive effectivement à mesurer une température de façon mensuelle, où effectivement, on demande est-ce que tu recommanderais IFI à quelqu'un pour venir bosser, et est-ce que tu te sens bien chez IFI? Donc voilà. Et tous les mois, ça vous le faites? C'est tous les 2 mois. En fait, on fait tous les 2 mois. C'est super fréquent. Donc l'idée, c'est effectivement de voir la température, de voir l'évolution de la température. La tendance. C'est la tendance. Et à un moment donné, quand effectivement... et donc, pour travailler sur ce sujet-là, on a accompagné nos managers avec une formation, disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cet outil, comment on travaille avec le collectif et comment on met des plans d'action ensemble et pas que le manager. Donc ça, c'est un indicateur qu'on suit. C'est intéressant, c'est vachement plus fréquent que dans d'autres secteurs. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ce truc très récurrent, en fait. En fait, c'est important. C'est important parce que dans le secteur du retail, on est toujours à fond. Oui, il n'y a que de la surchauffe. Voilà, on est toujours, c'est pas un jour on dit « super ». Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. C'est un travail souterrain. Voilà, c'est ça. Et on dit « aujourd'hui, j'avais pas prévu ça, en fait ». Donc voilà, donc on a besoin de travailler cet indicateur-là. Et puis après, en fait, on a des sujets de management, de leadership. Et donc, là, on a mis en place, effectivement, des formations d'accompagnement de leadership managérial. Effectivement, on a pris un coach qui a modélisé cette formation à notre entreprise. Donc, ça, c'est effectivement... Et donc, là, c'est plutôt autour d'information. Et donc, là, on a un indicateur qu'on suit tous les mois. Parce qu'on s'engage, en fait, en début d'année à avoir un nombre d'heures de formation par collaborateur. Donc, cette année, on est sur 10 heures de formation par collaborateur. C'est un de nos indicateurs. Et donc, en fait, quand tu me dis, la performance RH, en fait, on arrive à mesurer l'engagement, le leadership par des indicateurs extra-financiers. Et c'est ça qui est top, c'est que, parce qu'on pense toujours à la performance financière, non, mais il y a la performance extra-financière. Et donc, ce leadership, et c'est du leadership aussi où on intègre de la diversité, de l'inclusion, de la féminisation. Et donc, on a aussi notre indicateur disant, est-ce qu'à un moment donné, on a des femmes qui sont représentées à des postes de managers. Et donc là, effectivement, on a un grand enjeu parce que à date, on est à 20% de féminisation de notre management. Nous, on aimerait bien, effectivement, en tout cas moi, aller chercher de la parité, aller chercher... Alors, une parité, en tout cas, notamment, en fait, toutes les conditions qui permettraient aux femmes de se dire, moi, chez IFI, je peux être manager.
Mhm. et je vais y arriver, voilà. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on fait là-dessus. Donc, on a aujourd'hui, chez IFI, on a 6 indicateurs extra-financiers qu'on suit Mhm. pour effectivement se dire, on prend la Ouais, parole sur la bonne sur, voie ou pas? voilà, c'est ça. Donc, Mhm. Je trouve ça intéressant parce que du coup, dans tes indicateurs, ce qu'on trouve souvent, c'est le NPS, mais par contre, ce qui me surprend, enfin, ce qui m'intéresse, ouais, c'est la fréquence avec laquelle vous le faites et le fait que on regarde pas le score en tant que tel, mais plutôt le coefficient directeur de la droite. C'est-à-dire, on regarde la oui, tendance. Du coup, comme on le regarde tous les 2 mois, en fait, le point à point n'a pas vraiment de sens. Par contre, est-ce que la droite, elle monte ou elle baisse? Donc ça, c'est le premier ouais, sujet, avec des plans d'action. Et le deuxième truc que je trouve intéressant, c'est que dans ton dashboard, tu n'as pas que des mesures de queue. C'est-à-dire que tu as des mesures de queue qui est le résultat, c'est-à-dire le taux de féminisation, le taux machin, voilà. mais aussi des mesures de tête qui est, OK, finalement, nous, sur quoi on veut appuyer là-dessus. Donc les heures de formation, c'est un truc sur lequel vous avez la main et vous êtes en mesure de tête dans le dashboard, quoi. Donc du coup, il y a le bon mix Bah, entre les deux, quoi. en fait, c'est quand même le principe d'indicateur de performance, c'est qu'à un moment donné, on écrit des indicateurs qui nous permettent de répondre à notre stratégie. Ouais, Un peu ça, hein, quand même. ouais. Et ensuite, c'est effectivement, ces indicateurs, on a besoin, au-delà de les inscrire dans un tableau dashboard, en fait, c'est comment on les anime. Est-ce Ouais. que les gens se les approprient? Et à un moment donné, quand on voit des gens, c'est: «Ah ouais, j'ai vu que vous étiez là-dessus. Bon, il y a, enfin là, on est en train de mettre en place un groupe de travail Mhm. autour de la diversité, inclusion, enfin, tous ces sujets de Mhm. RSE. Et en fait, il y a des gens qui disent: «Non, mais qui lèvent la main, qui disent: «Non, mais moi, j'ai envie, en fait, de Mhm. donner mon empreinte là-dessus». Et Mhm. c'est ça, en fait, qui crée du leadership à leur niveau, hein. Le leadership, c'est pas l'inquisition d'un chef, en fait. C'est Mhm. du leadership sur des sujets, Mhm. à quelque niveau que ce soit. Un leadership thématique. Ouais, c'est intéressant aussi de voir que finalement le taux d'engagement des gens dans ce genre d'initiative est aussi un bon indicateur de est-ce que tu es sur la bonne voie ou pas. C'est-à-dire que indépendamment de ce que le Ouais, groupe de travail sort, le nombre de mains qui se lèvent pour y rentrer est un truc qu'on suit rarement, ouais. mais qui en fait est presque plus puissant en termes de signal de ce qui En se fait, passe vraiment, quoi. exactement. Alors, c'est pas en fait, ça, c'est ce qu'on a inculqué dans Ouais. notre façon de travailler, et c'est comme ça que je travaille. Et même, en dehors, dans un projet perso, à un moment donné, si on veut que ça, en fait, voilà, c'est ce que je dis toujours, c'est on a un enjeu. Cet enjeu, on doit le construire ensemble. On doit trouver les bonnes personnes qui font ce projet-là. Et quand les personnes lèvent la main de manière volontaire, bon, on y arrive 2 fois plus vite. Ouais, c'est intéressant. Le taux de participation comme élément à mettre dans les dashboards, finalement, et c'est intéressant parce que du coup, des fois, il y a des groupes où ça sort pas grand-chose, mais il y a quand même de la transfo qui se passe juste parce que les gens ils prennent part au truc, quoi. Oui. Et ça, c'est intéressant. Super, écoute, c'est intéressant. Moi, ce que je retiens de ce qu'on se dit, c'est finalement, sur des métiers comme le retail, le sens que tu y mets, la mission, en fait, il y a ce leadership par la mission, ce qui derrière te permet d'aller chercher cette notion de plaisir, de transversalité. Ce que je retiens aussi, c'est que dans ce secteur-là, il y a, et comme dans plein d'autres en fait, il y a ce qui se passe en magasin, ce qui se passe en support, et en réalité, là où on pourrait voir deux actes de management ou de leadership différents, il y a un truc qui se passe au milieu dans la capacité à ce que la Mmh. mayonnaise prenne. Je trouve ça intéressant de mettre le focus sur la collaboration plus que sur l'un ou l'autre. Et puis sur ce dashboard, j'aime bien l'idée de la fréquence du NPS et c'est des indicateurs de tête, indicateurs de queue, taux de participation sur ces signaux faibles en fait qu'on mesure rarement, quoi. Mmh. Super. Écoute, merci beaucoup. Je pense que enfin, moi, ça m'a donné pas mal d'éclairage. Je pense que je vivrai pas la même expérience la prochaine fois que j'irai acheter une machine à laver, même si c'est Bah, c'est vraiment un super, plaisir. c'est exactement le message que je voulais faire passer. Ah, voilà. C'est-à-dire que tu vois, voilà, avant, j'étais peut-être moins sensibilisé à tout ça. Est-ce qu'il y a une personne à laquelle tu penses, qui, tu penses, on devrait inviter sur le podcast pour nous parler de ces sujets de management, de leadership, et qui aurait des trucs sympas à dire? Hem, En fait, je fais partie de groupes de femmes, Ouais, donc j'en ai un au Luxembourg, j'en avais un à Lille. ouais. Et ces groupes de femmes, c'est plutôt on est plutôt, sur des personnes qui sont, dans, des postes,
de rassemblement. Et donc, moi, je pense à une personne, effectivement, qui a repris une belle équipe dans un secteur assurantiel, c'est Audrey Segala, qui a une pêche d'enfer, adore parler, bavarder, échanger, qui est hyper dans la curiosité et la découverte. Okay. Et franchement, je pense que tu prendrais beaucoup de plaisir à échanger avec elle, effectivement, autour de ces thématiques-là. Ouais. Et je pense, en tout cas, moi, m'anime énormément, et c'est ça qui me font lever le matin pour aller au boulot. Super, Audrey, l'invitation est lancée. Je te laisserai éventuellement faire l'intro, mais voilà, moi je suis ravi. C'est comme ça qu'on a découvert pas mal de gens qui ont des trucs sympas à dire, donc écoute, c'est parfait. Delphine, merci beaucoup. Ça fait presque 40-50 minutes qu'on est ensemble. J'ai envie qu'on creuse le truc du dashboard. Je pense que ça va prendre. Mais je me demande s'il n'y a pas une petite masterclass à refaire en suivi, un truc où on travaillerait surtout sur le contenu de ce truc-là. Ça m'a donné des idées. Je trouve ça cool. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être sympa qu'on réfléchisse à plusieurs avec plein de personnes sur ce qu'on mettrait là-dedans. Merci beaucoup en tout cas pour ta présentation. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Alors, on espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. Et puis vraiment, à vous de faire votre boulot, partager, liker, envoyer ça à des gens. Et puis à la prochaine pour un prochain épisode. Salut Delphine. Merci beaucoup Romain, ciao. Bye bye.